Le 1er octobre 2025, sous la coupole de l'ONU, un silence de verre s'est fissuré. Face aux gardiens du FMI, un jeune président du Burkina Faso a prononcé des mots plus lourds que la dette. « L'Afrique ne te doit rien ». Et soudain, Ibrahim Traoré a cessé d'être un nom pour devenir un symbole, une déflagration qui traverse continent et conscience. Alors, que feriez-vous si la dignité exigeait de défier tout un empire ? Ce jour-là, le monde a entendu plus qu'un discours. Une fracture s'est ouverte dans l'ordre établi. La voix d'Ibrahim Traoré, ferme et dépouillée, a promis à l'Afrique une chose simple : ne plus mendier sa liberté économique. L'enjeu dépasse la rhétorique. C'est une bataille entre dépendance et souveraineté, entre chiffres froids et fierté brûlante. Ceux qui ont applaudi savaient qu'ils entraient dans une zone de tempête. Ceux qui sont restés muets savaient que le statu quo venait de mourir. Car si un seul pays peut oser dire non, que se passera-t-il quand 10 le diront ? Les marchés peuvent frémir, les chancelleries s'agiter, mais quelque chose d'irréversible a commencé. Un continent réclame des comptes. Et cette promesse, gravée dans la colère polie d'un soldat, pourrait redessiner la carte morale du XXIe siècle. En moins de 3 minutes, le discours d'Ibrahim Traoré a parcouru toute la planète. Sur les réseaux africains, les rediffusions ont dépassé 1 million de vues avant la fin de la journée. Ce n'était pas un simple élan patriotique, c'était un séisme politique. Dans la salle de marbre des Nations Unies, les diplomates s'étaient mis figés, incapables de répondre à un soldat qui leur parlait de dette comme d'une arme. Traoré, droit, vêtu d'une veste militaire sans décoration, incarnait le refus nu, celui qui ne cherche ni l'accord ni la faveur. Son message ne visait pas seulement le FMI, il attaquait la mécanique même du pouvoir financier global. Chaque mot pesait, calculé comme une frappe chirurgicale. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigeria, le Libéria, le Niger. 7 nations, 7 exemples d'une dépendance entretenue sous couvert d'aide. Et chaque exemple apportait ses chiffres, ses plaies. 3 milliards ici, 2 milliards là, une génération perdue entre les tableaux d'amortissement. Pour la première fois depuis Sankara, un dirigeant du Sahel faisait trembler la façade du consensus. Mais ce tremblement n'était pas né d'un coup de colère. Il venait d'une accumulation de silence, d'humiliation et de promesses jamais tenues. À cet instant, Ibrahim Traoré n'était plus simplement le président du Burkina Faso. Il devenait le miroir d'un continent tout entier. Un continent qui, depuis des décennies, échangeait son or contre des conditions, sa souveraineté contre des signatures, et son futur contre des taux d'intérêt. La question suspendue dans l'air n'était plus « que va-t-il dire ?» mais « jusqu'où ira-t-il ?» Et derrière chaque applaudissement, il y avait une peur, celle de l'après, celle du prix à payer pour oser parler ainsi. Dans les heures qui suivirent, les images de l'ONU furent reprises par toutes les chaînes africaines. À Ouagadougou, les cafés se remplirent de murmures. Des commerçants, des étudiants, des soldats parlaient d'un ton nouveau, presque incrédule. Un vendeur de journaux racontait qu'il n'avait jamais vu autant de gens acheter la presse du matin. Dans les villages, les radios grésillaient, les voix de femmes répétaient, comme une litanie, les mots de Traoré. « Nous ne devons rien ». Cette phrase, si courte, devint un signal de ralliement. Au marché central, une marchande expliquait à sa fille que la dignité pouvait parfois nourrir plus qu'un repas. Dans une école de Bobo-Dioulasso, un enseignant suspendit son cours d'économie pour lire à ses élèves les extraits du discours. Ce n'était plus de la politique, c'était de la pédagogie incarnée. Même dans les casernes, des officiers, d'habitude prudents, affirmaient qu'un président qui parle ainsi n'a pas besoin de garde du corps, mais de témoins. L'impact fut immédiat. Les analystes régionaux, eux, hésitèrent encore entre admiration et inquiétude. Car si ce ton se généralisait, il pourrait redessiner tout l'équilibre des négociations africaines. Pourtant, dans la simplicité de son geste, Ibrahim Traoré venait de transformer une idée en force populaire.
et dans chaque regard, on sentait la même interrogation muette. Jusqu'où cette étincelle irait-elle avant de rencontrer la tempête? Tout commença comme une onde. Au matin du 2 octobre, les gros titres déferlèrent. 1. L'Afrique ne te doit rien s'étalait sur les écrans du Ghana à la Guinée. Dans les marchés, les radios portatives diffusaient la voix d'Ibrahim Traoré, entre deux chansons de rue. Chaque mot semblait rallumer un feu ancien. À Accra, un journaliste rappela que le Ghana payait encore 2,7 milliards de dollars au FMI. À Bamako, une mère affirma qu'elle se souvenait du même ton chez Thomas Sankara. Les comparaisons se multipliaient, les hashtags explosaient, et les chaînes francophones rediffusaient le discours en boucle. Puis vint la réponse. Les chancelleries d'Europe convoquèrent des réunions d'urgence. Un rapport interne du FMI fuitait à Londres. Risque de contagion politique dans le Sahel. Les marchés financiers se tendirent. Certaines banques proposèrent déjà d'ajuster leurs taux pour les États africains. Mais dans les rues de Ouagadougou, la peur ne prenait pas. Des artistes peignaient le visage de Traoré sur les murs. Dignité, pas dette. Les tambours couvraient les bulletins économiques. Le soir même, à la télévision nationale, Ibrahim Traoré reparut. Pas de costume, pas de podium doré, juste un bureau en bois clair et un micro statique. Il parla lentement, sans notes. Ce combat n'est pas contre une institution, mais pour l'âme d'un peuple. Cette phrase devint virale, traduite dans 12 langues africaines. Les foules applaudissaient un écran. La diaspora, elle, commençait à s'organiser. À Paris, à New York, à Johannesburg, des associations publièrent des tribunes. L'Afrique, disait-on, venait de retrouver son souffle. Mais derrière l'enthousiasme, la tempête approchait. Les analystes prévoyaient un durcissement du FMI, une réduction d'aide, peut-être des sanctions financières. Certains gouvernements voisins se taisaient, redoutant d'être aspirés dans le tourbillon. D'autres, comme le Mali et la Guinée, esquissaient déjà un front commun. Des diplomates africains se rencontrèrent en marge à Addis Abeba pour rédiger une déclaration. L'Afrique exigera désormais des conditions justes. Ce soir-là, sous les lampadaires tremblants de Ouagadougou, une femme murmura « Peut-être qu'on vient d'écrire une page ». Et un vieux soldat répondit doucement « Non, ma fille, c'est une reprise. Car l'histoire, parfois, ne recommence pas. Elle se souvient. Et cette fois, elle portait un uniforme, une voix claire et un nom qui désormais pesait lourd. Ibrahim Traoré. Sous les apparences du discours, il y avait une architecture froide, les chiffres. Ibrahim Traoré savait que sans eux, la colère resterait un cri. Alors, il parla avec des données, comme un procureur cite des preuves. Le premier chiffre qu'il a évoqué est de 60%. C'est le ratio moyen dette, PIB, en Afrique subsaharienne, selon les données du FMI. Une phrase neutre sur le papier, mais explosive dans le contexte. Car derrière ces 60%, il y a des hôpitaux fermés, des enseignants impayés, des récoltes compromises. Chaque point de dette, expliqua Traoré, coûte une salle de classe ou un puits. Le delta depuis 2015, plus de 10 points, illustre une spirale d'étranglement, pas de développement. Le deuxième chiffre mentionné, c'est de 3 milliards de dollars. C'est le montant du plan de sauvetage accordé au Ghana en 2022. En surface, une aide. En profondeur, une dépendance. Traoré rappela que sur ces 3 milliards, près de 2,7 repartent déjà en service d'intérêt. Autrement dit, l'argent tourne, mais ne reste pas. La différence, ce delta négatif, représente le cœur du piège. Il ne s'agit pas d'un flux de solidarité, mais d'un circuit fermé où le débiteur nourrit son créancier. Le troisième chiffre avancé est de 70%. C'est la part des exportations burkinabées constituées d'or brut, non transformé. Une richesse sans valeur ajoutée locale, une fuite continue. Sous la supervision du FMI, dit-il, le Burkina Faso a vendu son or, mais pas sa misère. Le delta, ici, est sa sécurité morale. La dignité perdue ne se comptabilise pas.
Les économistes peuvent débattre des marges, mais la tendance c'est là. Plus d'emprunts, moins d'autonomie. Ce que Traoré a exposé, c'est une mécanique où chaque dollar prêté retire un peu de souveraineté. Et si certains y voyaient une rhétorique populiste, les bilans nationaux, eux, validaient son accusation. Même les chiffres du FMI, dans leur tableau public, finissent presque par raconter la même histoire. La même histoire. À la fin de son exposé, la salle de l'ONU resta suspendue. Pas de réfutation, pas de contre-argument. Seulement des pages de statistiques qui, cette fois, plaidaient contre leurs auteurs. Et dans ce silence glacé, l'évidence s'imposa. Le vrai scandale n'était pas la colère d'un président, mais la logique qu'il révélait. Les économistes se sont immédiatement divisés. Pour les premiers, ceux du réalisme financier, Ibrahim Traoré avait joué avec le feu. Selon eux, les institutions comme le FMI ne sont pas des bourreaux, mais des béquilles. Elles prêtent à ceux que les marchés refusent de financer. Sans elles, affirmait-il, le Burkina Faso aurait sombré depuis longtemps dans la faillite. Les chiffres, disait-il, ne mentent pas. Le FMI a sauvé des économies, au prix certes de l'austérité, mais au nom de la stabilité. Face à eux, d'autres voix, plus jeunes, plus radicales, rappelaient une évidence. Si la stabilité ne profite qu'aux créanciers, ce n'est plus un équilibre, c'est une servitude. Elles citaient les mêmes données, mais les lisaient autrement. La croissance du PIB ne suffit pas si la population s'appauvrit. Le vrai indicateur, disait-elle, ce n'est pas le ratio de dette, c'est la dignité retrouvée. Pour elle, Ibrahim Traoré n'était pas un provocateur, mais un miroir. Son discours, loin de détruire la coopération, l'obligeait à se réinventer. Entre ces deux pôles, le pragmatisme technocratique et la révolte morale, se dressait une question simple. Jusqu'où une nation peut-elle tolérer la dépendance au nom de la stabilité? La réponse n'était pas binaire. Le FMI, reconnaissait certain, avait permis d'éviter des effondrements. Mais il avait aussi figé des hiérarchies, verrouillé des destins. Et si le vrai courage consistait non pas à rejeter l'institution, mais à la contraindre à changer. Ainsi, au cœur de ce débat, Ibrahim Traoré devenait plus qu'un orateur, un catalyseur. Son affrontement n'était pas une rupture brutale, mais une tentative de réécrire le contrat entre le Nord et le Sud, entre dette et dignité. Tout a changé ce soir-là. Alors que les applaudissements s'éteignaient à New York, une autre bataille commençait en coulisses. Les délégations africaines, encore fébriles, échangeaient des regards complices. Dans les couloirs, un diplomate du Mali chuchota à son homologue nigérien. Et si on écrivait ensemble? En moins de 24 heures, une idée germa, une déclaration conjointe réclamant la révision des conditions de prêt pour tout le continent. Cette alliance improvisée prit de vitesse les stratèges du FMI. Ce qui n'était qu'un discours devenait un mouvement. Les analystes européens y virent une coordination dangereuse. Mais pour les peuples d'Afrique de l'Ouest, c'était une première au goût de liberté. Les réseaux s'enflammèrent. Afrique ne doit rien monter en tendance mondiale. Dans les capitales africaines, des étudiants organisaient des veillées. Des professeurs citaient Traoré comme un texte fondateur. Et tandis que les chancelleries tentaient de contenir la vague, la rue, elle, écrivait déjà le chapitre suivant. Ce tournant, personne ne l'avait prévu. Le défi individuel d'Ibrahim Traoré s'était transformé en une stratégie collective. Et dès lors, le monde ne pouvait plus faire semblant de ne pas entendre. En premier lieu, concernant les nations. Dans les semaines suivantes, plusieurs pays du Sahel entamèrent des discussions discrètes. Le Mali, la Guinée et le Niger proposèrent la création d'un fonds de souveraineté africain.
Selon un rapport préliminaire, il pourrait mobiliser près de 4 milliards de dollars en capitaux régionaux. Cette idée, inspirée par les mots d'Ibrahim Traoré, visait à briser la dépendance structurelle aux bailleurs internationaux. Pour la première fois depuis des décennies, la coopération partait d'Afrique, non de Washington. En deuxième lieu, concernant les dirigeants. À Bruxelles et à Paris, les chancelleries réagirent avec prudence. Les médias européens qualifièrent Traoré de nationaliste, certains diplomates d'imprudents. Mais sous la surface, la crainte était tangible. Si le discours faisait école, l'influence économique du Nord en Afrique de l'Ouest vacillerait. Des réunions confidentielles furent tenues pour prévenir un effet domino. Pour les grandes puissances, la parole d'un homme devenait une variable géopolitique. En troisième lieu, concernant les nomades, c'est-à-dire la diaspora africaine. À New York, Los Angeles, Abidjan, Dakar, la diaspora reprit le flambeau. Des collectifs d'intellectuels et d'artistes organisèrent des conférences. Dette et dignité, la nouvelle équation africaine. Dans les campus américains, on enseignait désormais le discours Traoré aux côtés de Martin Luther King et Thomas Sankara. Des économistes afro-descendants publièrent des tribunes proposant une alternative sud-sud au FMI. Une onde de conscience traversait l'Atlantique. En quatrième lieu, concernant les voisins et les acteurs du continent. Dans les marchés d'Accra, les gens citaient son nom entre deux prix d'oignons. À Lagos, des étudiants débattaient des chiffres de la dette et des marges du FMI. Au Burkina Faso, les graffitis « Nous ne devons rien » couvraient désormais les murs de la capitale. Mais les risques aussi se précisaient. Les investisseurs étrangers durcirent les conditions. Le coût des emprunts augmenta de 12% en moyenne, selon Bloomberg Afrique. La dignité se payait, mais personne ne semblait prêt à reculer. Ainsi, ce discours, à la fois parole et acte, avait semé 4 révolutions, politiques, diplomatiques, culturelles et sociales. Et chacune d'elles portait le même sceau, celui d'Ibrahim Traoré, le président qui avait osé parler au nom des siens. Considérons d'abord le premier scénario, celui de base. Dans les mois à venir, le Burkina Faso poursuit sa ligne de défi, mais avec prudence. Les négociations se rouvrent avec certains partenaires africains et asiatiques. Un accord de troc hors contre-énergie est étudié avec la Chine, tandis que la CEDEAO surveille discrètement les effets économiques. La croissance reste lente, autour de 2,3%, mais stable. Ce scénario médian suppose que le FMI ne ferme pas totalement ses portes et qu'un compromis régional atténue les chocs. La dignité, ici, n'est pas gratuite, mais soutenable. Examinons ensuite le deuxième scénario, optimiste. L'élan initié par Ibrahim Traoré s'étend. 6 pays africains créent Conseil de souveraineté financière. Les contributions cumulées atteignent 5 milliards de dollars, permettant de financer des projets d'infrastructure sans conditions externes. La dette moyenne baisse légèrement, de 60 à 55% du PIB dans la région. Les populations sentent un frémissement. L'idée d'un crédit africain crédible. Sur le plan symbolique, c'est la victoire la plus éclatante. La parole d'un seul président transforme une génération entière de diplomates. Enfin, explorons le troisième scénario, le pire des cas. Le FMI et ses alliés réagissent durement. Suspension d'aide, hausse des taux d'intérêt, pression diplomatique. Le Burkina Faso connaît une inflation à 2 chiffres. La monnaie locale vacille, des files apparaissent devant les stations-service, des denrées manquent. Mais même dans ce contexte, le mot d'ordre « nous ne devons rien » ne s'éteint pas. Il devient une forme de résistance spirituelle. Ce scénario est sombre, mais il révèle le coût réel de la souveraineté. La liberté, parfois, exige la faim avant l'abondance. 3 chemins, 3 prix. L'histoire dira lequel sera choisi. Mais au-delà des courbes de croissance, une leçon demeure. On ne construit pas un avenir libre en empruntant les mots des anciens maîtres. Au-delà des chiffres et des communiqués,
quelque chose de plus profond s'est produit. Une reconnaissance intime. Dans les rues d'Afrique de l'Ouest, on ne parle plus seulement d'économie, mais de dignité, comme d'un bien commun. Des enseignants, souvent impayés depuis des mois, expliquent à leurs élèves que la liberté n'est pas un concept, mais une responsabilité. Des mères se répètent à voix basse les mots d'Ibrahim Traoré avant le coucher, comme une prière apprise trop tard. Pour la jeunesse, ce moment marque un tournant psychologique. On ne rêve plus d'émigrer pour réussir ailleurs, mais de rester pour construire. Des associations étudiantes, des collectifs d'artistes, des petits entrepreneurs adoptent la phrase « Nous ne devons rien » comme un credo d'indépendance. Elle ne signifie pas l'isolement, mais la fierté de négocier à hauteur d'homme. Dans la diaspora, ce frisson résonne aussi. À Paris, Montréal ou Washington, des voix africaines affirment enfin qu'elles n'ont pas besoin de traduire leur colère pour être comprises. Les discussions de bar deviennent des débats, les débats des projets. Et dans cette effervescence, un lien renaît entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Ce discours, finalement, n'était pas seulement pour le FMI ou les chefs d'État. Il était pour chaque spectateur, chaque citoyen qui avait cessé d'y croire. Car en rappelant que la dette n'est pas une fatalité, Ibrahim Traoré a rendu à chacun une part de souveraineté intime. Les mots ne suffisent pas, et Ibrahim Traoré le sait. Le courage doit maintenant devenir méthode. Pour que la dignité survive à l'émotion, un plan s'impose, précis, mesurable, collectif. D'abord, il faut repenser la monnaie. Créer une unité de compte régionale, non pour remplacer le franc CFA immédiatement, mais pour initier la souveraineté monétaire. Les banques centrales africaines pourraient mesurer les échanges internes sans dépendre des convertibilités extérieures. Ensuite, il convient de mutualiser les ressources. Fonder un fonds panafricain de développement solidaire, alimenté par les revenus miniers et agricoles. Objectif : 1% du PIB régional dès la première année. Cet indicateur, simple et vérifiable, deviendrait la colonne vertébrale d'un budget africain autonome. Puis, il est nécessaire d'investir dans la transformation locale. Exporter moins, transformer plus. Chaque tonne d'or, de cacao ou de coton traité sur place augmenterait le revenu national de 4 à 6%. C'est un levier que le FMI ne peut pas dicter. Par ailleurs, il faut former pour durer. Écoles techniques, universités publiques, instituts d'économie souveraine, former une génération d'experts capables de négocier à armes égales. La mesure, nombre de diplômés insérés dans les institutions régionales. Enfin, il est essentiel de suivre et rendre compte. Créer un observatoire de la dignité économique. Publier chaque trimestre les progrès et les écarts. Parce que la souveraineté n'est pas un slogan, c'est un chantier à auditer. Et si ces 5 pas semblent modestes, Ibrahim Traoré l'a rappelé. Ce n'est pas la taille du pas qui compte, mais la direction. Le soir tombe sur Ouagadougou, comme à la fin d'un long sermon. Dans le même marché où des semaines plus tôt, une marchande murmurait « La dignité nourrit plus qu'un repas », la phrase résonne encore. Autour d'elle, les étals sont plus vides, mais les visages plus droits. Le pays n'a pas changé du jour au lendemain, mais les regards, eux, ne se baissent plus toujours. À la radio, on rediffuse le discours d'Ibrahim Traoré. Les voix s'éteignent, le silence s'installe, puis les applaudissements reprennent, comme un écho qui refuse de mourir. Les anciens y entendent l'ombre de Sankara. Les jeunes y voient la promesse d'un futur qui leur appartient. Le Burkina Faso, désormais, n'est plus une périphérie. Il est un point de départ. Dans cette ville poussiéreuse où la pauvreté côtoie la fierté, une vérité sans racines. L'histoire n'appartient pas à ceux qui la commentent, mais à ceux qui la vivent. Et sur la place centrale, quelqu'un écrit à la craie. « Nous ne devons rien ». Ce n'était plus une phrase, mais une certitude. La dignité, désormais, ne s'excuse plus. Ce qu'Ibrahim Traoré a déclenché dépasse un pays, un mandat ou une salle d'assemblée. C'est une conversation ouverte entre générations, un pont dressé entre ceux qui ont perdu espoir
et ceux qui refusent de le perdre. La dignité, désormais, n'est plus un privilège, c'est une exigence. Chaque citoyen africain, qu'il soit à Ouagadougou, Dakar ou Paris, porte une part de cette promesse. Mais cette promesse n'existe que si elle se partage. Elle demande qu'on parle, qu'on débatte, qu'on construise. Car les discours ne changent pas le monde. Ce sont les peuples qui s'en emparent. Le mot dette ne disparaîtra pas demain, mais il peut cesser d'écraser les consciences. Et si, ce soir, ces phrases vous ont touché, souvenez-vous, elles ne vous demandent rien, sauf d'y croire encore. Alors, dites-le à voix basse, ou écrivez-le quelque part. La dignité ne se négocie pas, elle se défend.